que ça semble marcher. Il est 4 heures. Bonjour tout le monde. Vous devez être peut-être là. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous lire un texte de mon roman Johnny. Dans cette période d'ermitage, c'est agréable d'avoir l'impression de communiquer avec des gens. Donc, qui je suis? Bien, mon nom c'est Catherine-Ève Groslot et je suis une autrice. J'ai commencé à écrire, je pense, ma première nouvelle, j'avais 11 ans. Mon père trouvait ça très bon, mais c'était plutôt médiocre. Mais en fait, je lis couramment depuis la première année. La littérature, c'est pas mal toute ma vie, en fait. J'ai fait un bac en études françaises, une maîtrise en littérature russe, un doctorat en littérature autochtone. Et, euh, la littérature, ça m'a fait faire plein de choses. Mon roman aussi, Johnny, c'est mon premier roman, en fait, écrit en 2016 et publié en 2017. J'avais écrit, bon, comme j'avais dit d'autres choses, des nouvelles, etc. Mais c'est ça, j'ai beaucoup voyagé grâce à ça. Ça a été extraordinaire. Je me suis promenée tant dans les pages qu'à Paris, à La Havane. Donc, voilà. Johnny, c'est l'histoire, comme tout roman. Je pense que les auteurs, on n'est jamais très loin de nos narrations. Donc, c'est un peu une autobiographie, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup de choses fabulées, inventées complètement. C'est l'histoire de Johnny, qui est un Abénaki, qui vit sur une réserve, qui va vouloir fuir, bien entendu, et qui va se retrouver dans le Montréal des années 60, de l'Expo 66, et qui va se mettre à affrayer avec... qui va se mettre à affrayer avec beaucoup de gens de, de la mafia, et puis il va monter les échelons de sa société. Et il va rencontrer Valentine, avec qui il va avoir 4 enfants. Et là, la chute va s'amorcer. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire un extrait d'un moment d'ermitage, comme un peu qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Un moment où il est vraiment au bas de son périple, de son histoire, où il se retrouve dans un petit chalet de Sainte-Marguerite du Lac-Masson, dans les Laurentides, où il va s'enfuir. Parce qu'il va être rescapé par une de ses amies avec qui il a travaillé, qui s'appelle Joe. Donc, c'est ce moment-là que j'avais envie de vous lire aujourd'hui. C'est un moment d'autoroute du nord, des Laurentides, avec beaucoup une langue québécoise d'anglicisme. Donc, voilà, je vais commencer cette lecture pour vous, de Johnny. Ça serait mieux si je trouvais la page. Hein? Donc, ok, je vais... Toutes les fenêtres étaient embuées quand il se réveilla. Il avait mal aux jambes. Pour réussir à s'étendre sur la banquette arrière de la Honda Civic hatchback qu'une des filles qui travaillait pour Jimmy lui avait prêtée, il avait dû garder ses jambes pliées sous lui toute la nuit. Il avait un pied sur le bord de la portière dehors, jusqu'à ce que l'alcool le tape si fort que le sommeil était inévitable. Il avait fermé les portières, les vitres. Il s'était endormi dans son manteau de laine. Le lendemain matin, il ne voyait plus rien. La buée était partout. Malgré le froid, l'habitacle de l'auto sentait la tonne. Il avait mal au cœur. Il se leva, poussa sur la porte, sortit pour avoir de l'air. Il regarda autour de lui. Il était dans un stationnement. Il ne savait pas où. Le ciel était blanc de nuages. Des bernaches revenant du sud passaient entre les réverbères. Le Vermont, Odanak, Laval, le Nord, tout ça se mélangeait au marteau qui lui tapait sur la tête. À force de prendre de grandes lampées d'air froid, il se rappela qu'il n'avait plus de char à lui, plus d'argent pour se payer un motel. Ses jambes claquaient ensemble, l'humidité lui était entrée dans les genoux.
Son pantalon était humide, ses pieds froids, son manteau de laine pas assez chaud pour rattraper les heures de brume passées dehors. Il était seul avec les oiseaux revenant aux rivières. Il pouvait s'essayer à marcher sans zigzaguer sur les lignes blanches du stationnement. Personne ne se demanderait ce qu'il faisait là. Il testa son pas. Après avoir réussi à filer droit sur 2-3 lignes, il se sentit prêt pour sa clutch. Il retourna dans la Civic, mit le pied sur la pédale de gaz et laissa derrière lui le stationnement désolé. La chaufferette était moins efficace que dans sa Cadillac. Ça lui prit au moins 15 km avant que la chaleur s'installe dans l'habitacle. Il n'aimait pas les Japonaises. C'était pas fait pour des jambes d'Américains. Il vit, par les panneaux au-dessus de sa tête, qu'il avait stallé dans un parking de Saint-Jérôme. Il avait fait à peine 50 km depuis Montréal. Il était parti après avoir fessé sur David. Les autres s'en étaient mêlés. David avait sorti les livres de la compagnie et toutes les factures que Johnny leur avait réclamées. Des dépenses de yacht, des soupers, des bouteilles à la régie, des chambres d'hôtel. Il avait documenté tout ça avec la minutie d'un rongeur dont les petites pattes sales ne sont pas satisfaites tant que la pile de papier ne forme pas un tas flagrant. Valentine n'avait jamais voulu de lui, Johnny devait partir. Les autres associés étaient les 2 frères de David. Il avait préparé un document rempli de clauses légales qu'il avait lancé au visage de Johnny en lui demandant de foutre le camp s'il voulait éviter la taupe. Johnny n'avait plus de maison, plus d'enfants, plus de char. À la régie, il passait tout droit devant la rangée du cognac et de la grappa. Il buvait de l'alcool à 40% maintenant. 4 mois déjà depuis la perte de sa compagnie, 6 depuis le départ de Valentine. Il en avait bu beaucoup ce soir-là quand il était parti vers le nord. Une de ses anciennes amantes, la rouquine, avait un chalet à l'Estérel. C'était celle qui faisait les comptes des filles au bar de Jimmy. Elle s'appelait Joanne. On l'appelait Joe. Elle savait compter, tout se faisait vite sous sa petite main baguée. Elle redonnait aux filles leur part. Elle avait pris l'habitude de leur donner aussi des capotes pour pas être prise à les amener chez le médecin de la rue Ontario qui décollait leur fœtus de leur entraille avec ses aspirateurs. Elle avait réussi à se mettre un peu d'argent de côté et avait acheté un petit chalet à Sainte-Marguerite du Lac-Masson. Pas sur le bord de l'eau comme Jimmy et les autres, mais dans les arbres en haut de la montagne, surplombant le lac. Johnny savait qu'elle n'y était pas souvent. Il lui avait demandé s'il pouvait y aller. Elle lui avait donné la clé. De Saint-Jérôme au chalet, il lui restait 40 km. Il les avala tranquillement dans sa compacte qui toustait, dépassé les 80 à l'heure. Il aurait préféré conduire le gros truck de Jimmy, pouvoir étendre ses jambes, poser ses bras sur les accotoirs embourrés. Jimmy n'apprit pas la faillite de Johnny de sa bouche. Johnny avait trop honte pour lui parler. Il ne l'avait dit qu'à Joe. Il savait déjà, à la voir avec les filles, qu'elle ne le jugerait pas. Elle ne parlait jamais beaucoup. Elle savait poser la main sur son épaule, presser un peu son bras, juste assez, jamais trop. Il lui faisait confiance. Il aurait pu prendre la 15 jusqu'à Sainte-Adèle, mais il prit la longue 117, pleine de panneaux, d'arrêt-stop et de lumière. À la vitesse à laquelle roulait sa japonaise, ça ne changerait rien. Il verrait où il s'en allait, au lieu d'être sur une allée de chars au milieu de grands terrains vides. Il suivait les poteaux électriques. Les nuages formaient des masses de coton gras dans le ciel bleu. Sous les arches grises craquelées des ponts, des motos métalliques prenaient une pause pour se cacher du soleil. Il passa Prévost et Mont-Roland. Les poteaux électriques continuaient en ligne droite, infatigables. À Sainte-Adèle, il tourna vers l'est, vers Sainte-Marguerite. Tout de suite, des manoirs sur d'immenses terrains verdoyants, finement ciselés par les jardiniers, avec au fond des répliques en miniature pour les invités. Autour, des pâturages avec des chevaux arabes à côté de courts de tennis vides. Des bêtes pas faites pour être montées, des chevaux de parade qui couraient en rond pendant des heures sans servir à rien.
Au village, on avait des quarter horse ou des chevaux de trait qu'on montait ou qu'on faisait labourer la terre en leur forçant le dos d'une herse à 10 pour faire des rangs. C'est là qu'allait Johnny, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, l'Estérel des pauvres, où ceux qui n'avaient pas les moyens de vivre autour du lac se contentaient de regarder d'en haut les reflets du soleil se couchant sur l'eau apaisée. Un miroir placide que les yachts à moteur maintenant parqués contre les quais des berges d'asphalte n'agitaient plus. Après avoir descendu la route menant au village avec ses cantines et ses quincailleries, on arrivait au cœur, là où la scission se faisait. Si on tournait à droite vers le lac, l'embranchement cloisonné par le bistrot à Champlain, une cave à vin remplie de bouteilles à 1000 $ annonçait ce qui suivait. Si on tournait à gauche, on passait devant la vieille église grise et le presbytère de briques rouges qu'on avait remplacé par un centre pour personnes handicapées. Un centre de Mongols qu'on disait au village. Johnny ne tourna pas à droite, il n'allait plus chez Jimmy. Il allait au chalet de Joe sur un chemin pas entretenu. Il devait passer devant l'église et le centre, devant les grosses cornes de faux bois de la taverne Bullhorn au coin de la route qui monte vers la montagne. Une côte si abrupte qu'il se dit que son char ne suivrait pas. Après avoir résisté au plus mordant de la côte et aux étouffements de son moteur qu'il arriva à faire repartir, sans dévaler grâce au break à bras bien enclenché, il vit à gauche un sentier menant à une petite chapelle avec une source où les gens traînaient leurs bidons de plastique pour aller tirer de l'eau entre les lampions et les statues de la Vierge Marie. Après, un tronçon où il tourna encore à gauche, dans une rue pleine de sapins, enterrant de vieux chalets de bois délabrés, où les terrains crachaient des excédents de meubles et des tas de tôles avachis sur l'herbe, qu'on n'avait pas eu le courage de descendre au vidange au coin de la rue. En haut, le petit chalet de Boiron de Joe. Il se parqua dans la garnotte pleine de mauvaises herbes. La peinture vert foncé du garage s'écaillait en plaques sales. Les losanges des vitres étaient pétés. De l'entrée, Johnny ne voyait que le petit sentier. Au loin, sous les arbres, le chalet était étouffé sous les branches. Des wawarons coassaient dans le talus à gauche du stationnement. Le sentier devait faire 30 mètres. Il avança au cœur des coassements et de la pénombre des arbres. Le chalet de Boiron finit par apparaître dans une percée de lumière. Il monta l'escalier et arriva sur la galerie usée. Il ouvrit la porte avec la clé que Joe lui avait laissée. À l'intérieur, une odeur de bois mouillé et d'humidité. La lumière arrivait à passer par la fenêtre. L'entrée donnait sur le salon, meublé de divans à carreaux et d'un vieux foyer. Il posa son sac à l'inspecter. Les chambres étaient à gauche, il y en avait 3 en enfilade. La première était celle de Joe. Il y avait un édredon lilas et de petites figurines de bergère en porcelaine. Celle du milieu n'avait pas de meubles excepté un lit double, et celle au bout du couloir, un petit lit de camp. Il mit son sac dans la deuxième. La cuisine était à côté de la salle à manger, collée au salon. À part ses pas qui résonnaient sur le plancher de bois, il n'y avait pas un bruit. Il ouvrit la porte du frigidaire. Il était vide. Il fouilla dans l'armoire. Entre les cannes et les trappes à souris, il trouva des pâtes, les fit cuire et mangea sur le coin de la table. Tout était en bois orangé, le plafond comme les murs, couvert d'aquarelles de ferme, enneigées dans des cadres jaunis. Il chercha partout. Il n'y avait rien à boire. Il était déjà allé au village acheter de l'alcool avec Jimmy et du cognac. Courvoisier, dont Jimmy lui avait vanté l'âge. Il remit son manteau de laine, redescendit vers le taux et le village. Il retrouva la place, prit 2 bouteilles de 40%, les moins chères de la rangée. Il alla s'acheter des cannes de tomates et plus de pâtes à l'épicerie en face. Assis dans l'auto, il dévissa une bouteille, prit une gorgée et remonta vers le chalet en gravissant la côte un peu plus vite. Il mit du bois dans le foyer, s'assit sur le divan, dévissa encore sa bouteille et regarda les bûches fondre.
Il allongea ses longues jambes sur la table, s'enfonça dans les carreaux du divan. Il arriva à faire tenir son verre sur la coudoir. Pendant 5 heures, il rapprocha inlassablement son verre de sa bouche pour ensuite le reposer, tandis que les bûches brûlaient et que sa bouteille descendait. Il resta là jusqu'à ce que le 71 soit vide, que la nuit se mélange au jour. Après une centaine de lampées de 40%, il s'endormit pour se réveiller et recommencer. 2 jours passèrent, ses 2 bouteilles étaient vides, il retourna au village. La femme au comptoir s'habitua à le voir, elle lui demanda son nom, il ne répondit pas plus qu'au téléphone qui sonnait, résonnait dans le chalet. Il ne se levait que pour se faire à manger à la brunante. Joe débarqua un samedi, 2 semaines après l'arrivée de Jenny. Elle le trouva sur le divan, les rideaux étaient fermés, l'air du chalet était aigre, étouffant. Elle échappa son sac sur le sol, se ressaisit et alla s'asseoir à côté de lui. Elle passa ses petites mains sur la tête de Johnny, dans sa barbe. Elle les posa doucement sur sa joue, dans son cou. Il se mit à cligner des yeux. La vie se redressa, s'assit sur le divan. Ils ne parlèrent pas. Après quelque temps, elle se leva, elle fit couler un bain, mit des serviettes blanches sur le comptoir, un savon propre sur la céramique. Elle l'aida à se lever, l'amena au bain et ferma la porte en sortant. Il enleva son jeans collant et ses sous-vêtements, son paquet de linge sur les carreaux roses. Il s'immergea, les bulles s'accrochèrent à sa barbe. Ses cheveux étaient plus longs, une de ses jambes tombait mollement à l'extérieur du bain trop petit. Pendant ce temps, Joe remit le monde en ordre. Elle défripa le divan, ramassa les bouteilles vides et les botches perdues sur le tapis, ouvrit les rideaux, les fenêtres. Après le salon, elle s'attaqua à la cuisine, vida, rinça, frotta, essuya. Elle mit de l'eau à bouillir, défit ses sacs. Elle avait apporté de la viande, des légumes, elle grilla des steaks et prépara des pommes de terre rissolées, une sauce qu'elle faisait avec des sachets de thé. Le chalet sentait le thé et la viande. Elle mit tout ça sur la table. Elle alla fouiller dans la chambre du milieu, la chambre de Johnny. Elle chercha du linge propre, ne trouva rien. Elle ressortit le pantalon et la chemise de son dernier amant, dans laquelle elle dormait encore. Elle entrouvrit la porte, déposa les vêtements à côté du lavabo, demanda à Johnny s'il avait besoin d'aide pour sortir du bain, s'il voulait manger. Il se leva, long et nu, plein de savon. Elle posa une serviette sur ses épaules, frotta ses cheveux, son dos. Elle le laissa s'habiller. L'ordre revint tranquillement. Johnny alla se coucher dans le lit de Joe, laissa le divan désert pour la première fois. Elle lui demanda de l'aider dans le bois. Il fallait couper, émonder, dessoucher, désherber. Il passait ses journées dehors au grand air. Une fois un quadrilatère défriché, elle lui en montrait un autre mangé par les mauvaises herbes. Quand le sol habité fut épuisé de ses plantes sauvages et dentelées, Joe lui demanda d'agrandir la terre vers le nord. Il coupa une partie des arbres au fond du terrain, en fit une corde de bois vert qu'il mit à sécher sous le soleil. Elle lui demanda ensuite de s'attaquer au gros pilotis qui soutenait la maison avec une sableuse qu'elle rapporta du village. La teinture lézardée qui chipait, s'envola en poussière. Après les 2 semaines, il avait fait le tour de toute la maison. Il ne lui restait qu'à réenduire tout ça de teinture. Joe avait choisi la couleur Cape Cod. Elle lui dit que ça lui rappelait ses étés passés avec ses parents en Nouvelle-Angleterre. Sa bouteille n'était jamais loin, mais jamais très proche. Il allait un peu moins à la régie. Il finissait ses journées à la table que Joe sortait sur la galerie quand le soleil plombait. Certains jours, les yeux de Johnny se remettaient à pisser dans les coins, laissant des traces humides que Joe prétendait ne pas voir. Elle lui racontait des histoires de la ville, parlait comme si elle se parlait à elle-même. Il l'écoutait. Elle lui racontait les histoires des filles au bar, de la dernière qui s'était fait virer car elle devenait trop grosse. Jimmy s'était tanné de la voir rester assise au bar sans qu'aucun client parte avec elle. Il lui avait offert de travailler à la pizzeria. Elle s'était mise à pleurer
les yeux cachés dans ses grosses mains boudinées. Elle s'était levée et avait claqué la porte. D'autres fois, Johnny n'était tournée que vers le bois, les yeux hagards. Joe ne s'en souciait pas et elle continuait d'habiter le silence de sa petite voix. La 30e journée de ce manège, la cour était propre, les arbres morts avaient été souchés, les mauvaises herbes sarclées. Ils firent un bûcher avec les herbes et le bois, un grand feu au fond sous l'arbre mort. Ça brûla et crépita. Joe lui parla du jardin qu'elle voulait sous leurs pieds une fois la braise refroidie, des choses qu'elle pourrait lui cuisiner, de la pizza aux légumes, au salami, sa préférée. Le lendemain, il commença à marteler le sol aride. Joe demanda au voisin d'aller lui chercher de la terre noire avec le remorque. Johnny encercla cette terre neuve de 4 grandes planches. Elle lui dit qu'il en serait responsable, qu'elle ne saurait rien faire sans lui, qu'elle n'était bonne qu'à faire pousser des pissenlits. Il sema dans la terre en ligne droite, comme il avait vu faire son père. Il ajouta des feuilles séchées qu'il trouvait dans la forêt et des plots de pommes de terre. Il attendit. Tous les matins, il allait inspecter. Il suivait à la loupe la germination. Joe retournait travailler à Montréal pour des 48 heures. Quand elle revenait, Johnny sarclait. Elle ne voulait pas l'occuper dans la maison. Elle voulait qu'il reste dehors, qu'il s'aère les poumons. Johnny se remit à poser des collets. Il avait trouvé du fil de fer dans le garage. Il y avait des lièvres, des perdrix dans la forêt. Il aida Joe à mettre quelque chose sur la table. Avec l'argent qu'elle lui donnait, il ne s'achetait plus qu'un 71 par semaine et 4 paquets de cigarettes. Il avait sillonné le terrain jusqu'à son extrémité nord. Il avait marché 2 heures avant d'arriver au voisin le plus proche. Il avait vu des traces de lièvres, d'ours et de renards. Tous les matins, après le sarclage du jardin, il partait vérifier ses collets. Il s'était fait un parcours polygonal qui suivait les pistes d'animaux. La pointe sud se trouvait dans la cour de Joe et 500 mètres séparaient chacune d'entre elles. À chaque sommet, un collet l'attendait. Son rituel matinal le faisait marcher presque 3 kilomètres. Quand Joe était en ville et qu'il ne pouvait pas entendre sa voix aiguë sur la galerie le soir, il regardait le bois et les lucioles. Au sud, le terrain débouchait sur un marécage d'où sortaient toutes sortes de grenouilles. Certaines semblaient ramper et s'assoiffer hors de l'eau. D'autres, faites pour les bois, tachetées aux couleurs de l'automne, sautillaient. La nuit, elles coassaient encore plus fort, accompagnées par les grillons, les journées chaudes. Il avait demandé à Joe de lui rapporter un arc de la ville. Il lui avait indiqué la place où elle le trouverait dans une shop de chasse qu'il avait vue sur son chemin vers la pizzeria de Jimmy. Elle lui avait acheté un arc long en bois d'érable comme il le lui avait demandé. Une fois loin des coassements du marais au sud, Johnny arrivait à se concentrer. Il tenait son arme serrée avec ses flèches dans le dos. Il n'avait pas encore assez d'argent pour s'acheter une carabine. Quand il tirait ses flèches dans le bois, le sifflement du vent ne réveillait pas la forêt. Il marchait longtemps, ses bottes faisaient craquer les herbes sèches sur le sol, l'alcool lui donnait de l'ardeur. Il refaisait le chemin du matin en automate, son polygone en version nocturne alcoolisée. Dans la noirceur des arbres, entre les branches qui lui fouettaient le visage, il se rappela David. Il le vit étampé sur les troncs d'arbres qui défilaient rapidement autour de lui parce qu'il courait presque. David le menaçant de le faire mettre en prison s'il ne crissait pas son camp de la compagnie. David lui disant qu'il avait fourré Valentine, qu'il avait retrouvé toutes ses factures pas nettes. David l'avait traité de crétin, lui avait dit qu'il y avait juste les Italiens pour pas savoir cacher leurs chiffres. Quand Johnny clignait des yeux, les fermant pour se protéger des branches, il n'apercevait que le visage de David déformé par une grimace, oscillant entre la rage et le rire. Criant que c'était au bord des Juifs qu'il aurait dû se ranger, il revoyait son poing lui pétant les dents, la face pleine de sang, les yeux triomphants et le rire de David, fantôme dans la nuit noire. David criait et criait en répétant ses blagues de Juifs. Quelle est la blague juive la plus courte qu'il lui disait, la face crispée? Combien? La réponse se mélangeait dans sa tête au rire infernal de David. Qu'est-ce que c'est des traces de griffes sur un comptoir? Un juif qui a pris sa monnaie. Fuck you, Johnny, j'ai baisé ta femme. Je l'ai, ma monnaie. Décalisse, Johnny.
Fuck you, Johnny, j'ai baisé ta femme. Dans le bois, son écho l'entourait. Il s'accrochait à son flasque, buvait avidement pour que son pouls retombe. Il rebroussait chemin en courant, laissant derrière lui l'empreinte de David collée à la forêt. Il retournait sur le terrain défriché de la cour, faisait un feu, le bois sec crépitait, la forêt avait disparu. Les flammes lumineuses cachaient l'ombre des arbres. Il était assis mollement sur son banc, ses grandes jambes ouvertes, pendant dans le vide, les flammes léchant ses bottes capées quand le feu tournait vers lui. Il fermait les yeux quand il prenait des gorgées d'alcool. Joe, il voulait Joe, qu'elle soit là, il la sentait, ça l'apaisait. Elle lui passait la main sur l'épaule, il l'entendait lui parler. Il restait assis devant le feu, sur les bûches qu'il avait taillées pour faire des bancs. La bûche vide à côté de lui était celle de Joe, plus courte, où elle étendait ses petites jambes qui n'arrivaient jamais à atteindre les flammes comme celles de Johnny. Il s'accordait à sa présence. Il regardait moi à gauche, comme si elle était assise, juste là, juste à côté, et qu'ils fixaient le feu ensemble. Il se réchauffait. L'humidité de ses pensées partait dans les flammes. Il imaginait ses enfants couchés dans leur lit, les draps défaits, dormant sur le ventre, le corps encore soulevé par l'enfance. Personne ne l'appelait plus. Il avait gardé le numéro de téléphone de Paul-Émile et Thérèse à Laval et n'avait parlé qu'avec Paul-Émile, qui lui avait dit que les enfants étaient rendus à Québec. Il ne savait pas depuis combien de temps il était là. Les seules traces du temps qui passait, c'étaient les allers-retours de Joe de la ville au chalet et la chaleur qui s'installait. Le soleil balbutiant de l'été commençait à manger son jardin. Il devait arroser et nourrir les plantes. Ses enfants lui manquaient. Le matin, il ne venait plus le voir pour lui dire de se lever. Avec les arbres du bois, il voulait leur construire un lit pour la chambre du fond. Un lit double à 2 étages, un lit assez grand pour tous les contenir quand il viendrait enfin le voir. Il allait se coucher la tête pleine de plants de lit double. Il voulait du gros bois solide, de l'érable. Il les ferait venir de Québec. Il les coucherait en leur sifflant à l'oreille. Il sifflerait sur leurs oreilles chaudes, dans leurs cheveux frais lavés après un bain où il les mettrait tous. Il demanderait à Joe de lui faire des pyjamas avec le même tissu, 4 pyjamas de flanelle, 2 petits pour Émilie et Nikki, un moyen pour Angie et un grand pour Franco. Il leur ferait du popcorn, les amènerait voir les ratons laveurs. Le lendemain matin, il choisit les 2 arbres les plus gros du bois, qu'il fendit, sectionna, coupa, sabla, ponça. 5 jours plus tard, il avait fini. Et voilà, c'est terminé. Voilà. Alors, c'était mon extrait de mon roman Johnny chez Boréal. Je pense que j'ai des questions à répondre, fait que je vais aller voir si j'ai des questions ici pour moi. Je suis pas la spécialiste du commentaire de questions. Attends, peut-être ici. Écoutez, je parle pas vraiment. Ah ah. Bon, peut-être qu'il n'y en a pas non plus. Qui sait? C'est comme un petit. Ben, je pense que j'ai comme pas l'accès à ces questions en fait. Alors, je sais pas, peut-être qu'il y en a pas. Fait que, je
pas si vous êtes là et qu'est-ce qui se passe exactement, mais je pense que je vais. Ah, bon, mais je pense qu'il y en a pas. Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire, ouais, c'est ça, je vois les commentaires, puis j'arrive pas trop à voir les questions, donc c'est comme un peu drôle. Je pense qu'on va en rester là, mais écoutez, c'est drôle un peu d'être comme ça en virtuel, interactif avec des commentaires pas auditifs, mais ben, merci pour ceux qui m'ont écouté et ben, faites attention à vous. Hmm? Au revoir.